Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. On me demande souvent quel est le meilleur moment pour se reconvertir. Le meilleur moment, c'est le plus tôt possible, car une reconversion, ça prend du temps. Ce que j'ai remarqué en interviewant les invités du podcast, c'est que les reconversions les plus réussies sont celles où les invités ont amorcé leur reconversion alors qu'ils étaient encore en poste. Je ne peux que vous encourager à lancer votre projet en parallèle de votre job actuel. Que vous ayez envie de lancer une boutique en ligne, de vendre vos services, de créer un portfolio ou encore de lancer un podcast, commencez maintenant. Commencez d'abord par vous créer un site web qui va faire la différence. Le site internet, c'est ce qui va professionnaliser votre activité et vous donner une légitimité sur le web. Parce que si vous voulez réussir, votre identité, c'est le plus important. Et la meilleure plateforme de création de sites web en ligne, c'est Squarespace. Squarespace permet de créer facilement, sans avoir à coder, un site professionnel, design et efficace en un minimum de temps, même pour les non-techniciens comme moi. D'abord, vous avez accès à un générateur de nom d'entreprise pour trouver un nom à impact. Ensuite, vous avez un outil de design qui intègre l'IA qui permet de générer une ébauche de site web à votre image en un temps record. Sur votre site, vous pourrez par exemple vendre vos produits, vos formations ou encore offrir la possibilité de prise de rendez-vous si vous vous lancez en tant que coach ou praticien. Vous pouvez même diffuser votre podcast en étant relié à iTunes. Et ensuite, pour gagner en visibilité et attirer des clients rapidement, vous avez un outil SEO intégré pour être bien référencé sur Google sans être un pro du métier, mais aussi à l'outil email pour créer votre newsletter et communiquer avec vos premiers clients. Faites de votre passion votre future carrière. 2025, c'est votre année. Concrétisez votre projet sur www.squarespace.com SQUARESPACE pour essayer gratuitement Squarespace pendant 14 jours et ensuite vous économisez 10% avec le code OLR10 sur votre première commande de site web ou de domaine. Squarespace.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Jennifer. Après avoir été juriste en droit du numérique, Jennifer a tout plaqué à la découverte de son hypersensibilité. Aujourd'hui, elle est coach spécialisée dans l'hypersensibilité. Elle partage à plus de 250 000 abonnés ses conseils autour de l'hypersensibilité et elle vient de sortir son livre « Hypersensible du fardeau au cadeau ». Après le bac, Jennifer se dirige vers des études de droit. Elle voulait pourtant faire des études de psycho, mais la fierté de ses parents ouvriers et les recommandations de la conseillère d'orientation du lycée ont eu raison d'elle. S'ensuit 7 années d'études de droit. Jennifer devient ensuite juriste en droit du numérique et elle travaille notamment sur la protection des données personnelles. Tout de suite, Jennifer se sent inadaptée au monde du travail, un monde trop rigide, trop hiérarchisé, où elle manque de créativité. Souvent, on a dit à Jennifer qu'elle était trop sensible, trop enjouée, trop émotive. Et elle s'est sentie toujours en décalage jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est hypersensible. Aujourd'hui, Jennifer est coach et créatrice de contenu et partage ses conseils pour faire de son hypersensibilité une super sensibilité, une sorte de super pouvoir. Alors avec Jennifer, on a évoqué ses études de droit et sa carrière de juriste dans un monde trop rigide, comment elle a découvert son hypersensibilité à 25 ans, à quel point il a été difficile pour elle de se reconvertir et de renoncer à ses 7 années d'études, pourquoi les personnes hypersensibles sont plus sujettes au burn-out et ont encore plus besoin de trouver leur place professionnellement, comment elle vit de sa nouvelle activité, la sortie de son livre et bien sûr, ses conseils pour les personnes super sensibles. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Jennifer. Bonjour Jennifer, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire, merci à toi pour l'invitation, je suis ravie de faire ce podcast. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jennifer Ettoré, j'ai 30 ans, je vais avoir 31 cette année. J'habite à Bordeaux et je travaille actuellement, je fais de la création de contenu sur l'hypersensibilité et je suis coach aussi, j'ai fait une formation de coaching en 2021 suite à une reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, en effet, j'en fais mon métier.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que ta vie a complètement changé le jour où tu as découvert ton hypersensibilité, parce que tu avais une vie totalement différente avant et surtout, tu faisais du droit, tu étais juriste et je trouve qu'en plus, c'est encore plus dingue parce que je pense que c'est difficilement compatible avec l'hypersensibilité, parce que c'est un milieu quand même assez dur, austère. Comment tu t'étais dirigée vers des études de droit? Donc oui, j'étais juriste en droit du numérique exactement en 2021 encore, hein, enfin même en 2020 quand j'ai découvert l'hypersensibilité. Et pourquoi je me suis dirigée vers ce métier en vrai, moi de base, j'ai toujours été attirée par l'humain. J'avais toujours eu envie d'aider les autres. Donc quand j'étais petite, j'avais envie d'être chirurgienne, j'avais envie d'être psychiatre, après psychologue dans les prisons. Donc je m'étais toujours plutôt tournée vers la psychologie. Et en fait, quand j'ai fait part de mon projet professionnel à la conseillère d'orientation à la fin de mon bac, celle-ci m'avait juste rétorqué texto, je m'en rappelle encore, ne fais pas des études de psychologie, il y a pas de débouché, fais plutôt des études de droit. Et donc, j'avais jamais pensé au droit, surtout, enfin, j'avais pas forcément un métier en tête par rapport au droit, mais vu que c'est vrai que je viens d'un monde, enfin, mes deux parents sont ouvriers, enfin, ils travaillent à l'usine, un milieu social plutôt, ouais, il y a pas beaucoup d'argent, pas du tout d'études. J'étais la première à vouloir me lancer dans les études, donc c'est vrai que quand j'ai dit que, enfin, quand on a énoncé ce projet de faire des études de droit, tout de suite, il y avait beaucoup de fierté dans le regard de mes proches, l'ascenseur social, enfin tout ça, donc beaucoup de reconnaissance dont je manquais beaucoup à l'époque. Et donc je me suis dit bon bah voilà, de toute façon je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas prendre de décision pour moi, on me dit de faire ça, je vais le faire. Et puis bah sûrement je trouverai un métier dans ce domaine. Et c'est comme ça que j'ai fait les études de droit, donc c'était pas du tout par vocation. Oui, c'était pour faire plaisir un peu à tout le monde finalement. Bah, personne ne m'a forcé à faire ça, mais c'est vrai que moi je me suis dit que bah c'est vrai que enfin ça serait c'est quand même un statut social d'être avocate, magistrat. Et puis après, je me suis dit, bon, c'est quand même bien. Enfin, je vais aider des gens. Je vais pouvoir... Enfin, voilà, j'ai essayé de me trouver des raisons, finalement, de me dire, bah, c'est peut-être ta voie. Psychologie, finalement, c'est peut-être pas pour toi. Tu aurais galéré. Il y aurait peut-être pas eu de travail après les études. Là, tu es sûr d'en trouver un. Enfin, voilà, j'ai essayé de me convaincre que ça m'irait. Et donc, tu étais juriste en droit du numérique. Comment ça s'est passé un petit peu ton quotidien? En quoi ça consistait? Qu'est-ce que tu faisais? Bah, déjà, alors j'ai fait 7 ans avant, enfin 7 années d'études de droit avant de devenir juriste parce que mais je savais pas forcément trop ce que je voulais faire. Je m'étais plutôt lancée de base dans le droit pénal parce que je m'étais dit ah bon, avocate en droit pénal, je vais pouvoir défendre des victimes. Donc toujours ce besoin quand même d'aider les autres. Mais après je me suis dit mais en fait si je deviens avocate, certes je vais peut-être pouvoir aider des victimes, mais dans un second temps, dans un premier temps, je vais peut-être aussi devoir défendre des criminels. Et là, je me suis dit, je vais pleurer avec les victimes, ça va pas être possible. Vraiment, je serais la pire avocate pour les gens qui ont commis des crimes. Donc je me suis cherchée, tu vois, parce qu'avant de faire juriste, enfin, avant de recommencer un master 2, parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un master 1, ensuite j'ai fait un certificat en sciences criminelles, j'ai passé l'examen d'avocat, et ensuite j'ai fait un master 2. Et avant de faire ça, j'ai fait agent immobilier pendant 6 mois parce que vraiment je savais pas quoi faire quoi. À quel point je savais pas du tout quoi faire. Je me cherchais beaucoup et donc juriste en droit numérique, pareil, hein, un peu par hasard, c'était un métier en plein essor. On m'avait dit, enfin il y avait le règlement sur la protection des données personnelles qui était sorti et je m'étais dit bon bah je vais pouvoir je vais pouvoir défendre les données personnelles des utilisateurs, mais toujours un truc de sens. Tu vois, j'avais toujours besoin de mettre du sens dans mon métier. Et donc, bon, voilà, j'avais vu droit du numérique. Je me suis dit, bon, pareil, il va y avoir du travail. Ça va peut-être donner du sens à ma vie. Pas du tout. Pas du tout, du tout. J'ai fait ça. Enfin, j'ai fait mon master 2 en alternance. Déjà, je suis tombée dans une entreprise. Je me suis dit incompatible total avec le monde le monde de l'entreprise, quoi. La structure ne me convenait pas. Les collègues, enfin, ça allait pas. Certains étaient très gentils, hein, mais énormément d'hypocrisie. En fait, j'ai compris ce qu'était un peu le monde du travail, quoi. La réalité du monde du travail, ça m'a pas du tout plu. Et le métier de juriste, bah, je voyais aucun sens dans mes missions, quoi. Les gens n'avaient rien à faire de ce que je proposais. Je faisais chier tout le monde là-bas parce que en fait, bah, forcément, j'imposais la loi, imposait des règles qui empêchaient tout le monde. Hein. Le fait de restreindre la collecte des données, ça empêche la publicité, ça empêche plein de choses. Et donc, bah, j'ai l'impression que tout le monde s'en foutait de ce que je proposais, quoi. Donc, je me suis dit, mais vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression d'embêter tout le monde. Moi, je vois pas le sens de ce qu'on fait parce que finalement, on va mettre des données, mais on va quand même les collecter. Enfin, tu vois, à chaque fois, on essayait d'outrepasser finalement ce que j'essayais de faire. Et en plus, je me suis dit, mais vraiment, c'est pas intéressant d'appliquer. Enfin, en tout cas, moi, je ne trouvais pas ça intéressant
d'appliquer pas bêtement, mais tu vois la règle, la loi, et je trouvais aucun sens. Donc ça a été, enfin de toute façon j'ai fait qu'1 an et demi en tout de travail en tant que juriste, parce que enfin j'ai fait l'alternance, j'ai fini mon alternance, après j'ai trouvé dans le travail dans une administration, et ça a été le début de la fin pour moi. Ah. Ouais, c'est vraiment ça. Oui, parce que tu travailles au ministère des Armées. Ouais, c'est ça. Donc, comment ça s'est passé? C'est quoi l'ambiance un peu? Ça s'est passé mal. Alors après, étant donné que, enfin, tu vois, je peux pas trop raconter non plus parce que c'était quand même un truc un peu, enfin, pas secret, mais voilà, confidentiel. Mais j'ai pas du tout aimé cette la fonction publique en fait. Hein. C'était très hiérarchisé et surtout mais en total décalage. Je pense qu'en fait, après coup, hein, je me suis dit, la vie, elle m'a mis face à des entreprises, enfin parce que j'ai fait une mutuelle, après j'avais fait une agence immobilière. Quand j'avais fait l'agence immobilière, tu vois, je pense que je suis tombée sur une agence qui est très rigide. Tu vois, il fallait que je travaille 60 heures par semaine au début, mais du lundi au samedi pendant 3 mois, mais enfin sans aucune raison, tu vois, juste pour faire mes preuves. On avait qu'une heure de, enfin moi en tout cas, c'était pas un cadre du tout qui me convenait, c'était très rigide. À l'ancienne un peu, quoi. Complètement à l'ancienne, complètement à l'ancienne. Et là, l'administration, c'était complètement à l'ancienne, vraiment. Mais en fait, je me suis dit, mais je pouvais pas tomber pire au niveau d'une structure par rapport à moi, ce dont j'ai besoin. J'avais aucune autonomie, aucune créativité. Chaque mail que j'écrivais, ils étaient relus à la virgule près par ma manager. Et puis en fait, je pense que j'étais tellement trop en décalage avec les gens qui y travaillaient que en fait, je m'entendais avec personne, quoi. La commissaire, elle s'appelait elle me détestait, vraiment, elle me détestait parce que, mais en fait, je comprenais pas ce qu'on me demandait. Tu vois, par exemple, on m'obligeait à imprimer, tu vois, des brouillons sur recto, tu vois, et juste pour après qu'on me corrige au crayon papier, et qu'après, en fait, je réimprime tu vois, et je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Là, l'écologie, on n'y est pas. Je vais imprimer recto verso. De toute façon, c'est un brouillon. Ah bah non, mais je me suis fait défoncer. Et en fait, à chaque fois que, tu vois, je remettais en cause certaines choses, ça passait pas du tout. Et en fait, une fois, on m'a dit, mais réfléchir, c'est désobéir ici. Et je me suis dit, ok, mais je pense que là, enfin, c'est pas du tout pour moi. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je pense que déjà, le métier ne me plaît pas. Je pense que le monde du travail, j'y suis pas du tout adaptée. Donc là, il va falloir, j'avais découvert mon hypersensibilité entre temps. Et là, il va falloir faire quelque chose parce que, en fait, je serai jamais heureuse, dans ce milieu-là, en exerçant ce métier-là. Et il faut absolument, enfin, tu vois, des fois, j'étais un peu déprimée quand je rentrais parce que déjà, j'avais beaucoup de maux de ventre, d'eczéma partout sur le visage, je pleurais beaucoup, la boule au ventre avant de travailler, et je me disais, mais je vais passer 40 ans à faire ça, mais c'est même pas possible. Je voyais même pas d'avenir tu vois, à m'obliger à faire quelque chose que je n'aime pas, et c'était devenu vital en fait de trouver quelque chose qui allait beaucoup plus me plaire. Oui, ouais, je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis. C'est vrai que moi aussi, quand j'étais avocate, on me disait souvent que j'étais out of the box, tu vois, parce que Ouais, je vois ça très bien. collait pas du tout à l'environnement. Et donc, comment t'as découvert ton hypersensibilité? Parce qu'à ce moment-là, tu voyais bien que toi, t'étais en décalage. Oui, complètement. Donc, t'avais déjà un petit peu ce côté-là de je corresponds pas au monde de l'entreprise. Ouais, le mot est faible. Vraiment, le mot est faible. Et comment ça s'est passé du coup après? Comment t'as découvert ton hypersensibilité? Bah, en fait, ce qui s'est passé, je l'ai découvert en 2020, pendant le confinement. Donc, tu vois, c'était un moment de ma vie où, enfin, du coup, moi, j'étais hyper contente du confinement. Hein. J'avais pas besoin de faire semblant à la mutuelle dans laquelle je travaillais, plus besoin. Enfin, vraiment, c'était un soulagement immense, tu vois, d'enlever ce masque que je portais même plus à la fin, tellement que quand je repense à ça, des fois, je me dis, mais les gens, ils devaient me détester. Mais vraiment, ils devaient me détester. Donc j'étais vraiment hyper bien. Donc je pense que c'était un peu aussi le bon moment, tu vois, pour accueillir cette nouvelle finalement, parce que j'aurais pu le découvrir 2 ans plus tôt, il me semble, ou 1 an plus tôt. Et tu vois, je pense que c'était pas le moment parce que j'ai quand même lu ce mot-là, mais ça a pas percuté autant que cette fois-là. Et en fait, ce qui s'est passé avant la découverte, c'est que, en effet, toute ma vie, je me suis sentie complètement en décalage avec le monde, jugée trop sensible, trop émotive, trop stressée, trop anxieuse, trop tout. De toute façon, j'étais trop tout, trop excessive dans tout ce que je faisais. Quand j'étais contente, j'étais trop contente. Quand j'étais triste, j'étais trop triste. Quand j'avais de l'empathie pour quelqu'un, j'avais trop d'empathie. Enfin, on me reprochait tout le temps, finalement, ma sensibilité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai extrêmement mal vécu parce qu'en fait, toute ma vie, mes émotions ont été minimisées, ma sensibilité m'a été reprochée, mes comportements ont été moqués finalement parce que j'étais un ovni en fait pour ma famille, pour mes amis un peu moins, mais pour ma famille vraiment beaucoup. On comprenait pas du tout ce que j'avais. Et moi, longtemps, j'ai pensé que j'étais pas normale, que j'avais un problème, que j'étais bizarre, que j'étais même malade en fait. Je me suis beaucoup posé de questions et ça a créé
un grand mal-être en moi. Donc, forcément, il y a eu enfin, pas forcément, mais il y a eu des traumatismes en plus qui ont amplifié cela. Donc, beaucoup de conflits intérieurs pendant très longtemps. En plus, donc, un gros mal-être qui s'est manifesté par anorexie, dépression, scarification, enfin, idées noires, vraiment le bon package. Et donc ça, en plus, une voie professionnelle finalement qui ne convenait pas. Je me disais, mais je vois pas ce que je vais faire à faire ça. Je vais m'obliger à faire un métier que j'aime pas toute ma vie. Donc vraiment complètement perdue. En fait, j'arrivais, peu importe où, dans quelle sphère de ma vie j'étais, amicale, familiale, professionnelle, personnelle, je trouvais ma place nulle part. Donc c'est aussi un peu dans ce contexte-là que j'ai découvert mon hypersensibilité au cours d'une conversation totalement au hasard avec une amie où je me prenais la tête à propos du comme d'habitude on va dire, hein, mais à propos d'une conversation, bref, je me prenais la tête et une copine m'a dit mais tu devrais te renseigner sur l'hypersensibilité, ça y ressemble beaucoup. Et j'ai commencé en fait à faire des recherches sur internet à ce moment-là et là je me suis dit waouh, mais en fait, comment c'est possible d'être passé 25 ans à côté de ça? Parce qu'en fait, c'est moi, tout ce que je lisais comme article, comme livre et tout me correspondait entièrement. Et ça a été un immense soulagement, une libération, un bouleversement. Enfin, j'aurais même pas de mots finalement pour expliquer ce que j'ai ressenti, parce que c'était la première fois de ma vie que un seul mot finalement de 16 lettres expliquait. J'avais l'impression en tout cas qu'il expliquait toute ma vie et qui répondait à beaucoup de mes questions et qu'il allait enfin me permettre de comprendre qui je suis, parce que en fait à ce moment-là j'ai compris que j'étais en train de vivre une vie qui n'était pas du tout la mienne et que je n'avais aucune idée de qui j'étais, parce qu'en fait pour essayer de m'adapter à ce monde dans lequel j'arrivais pas à trouver ma place, je m'étais suradaptée aux autres. Donc en fait euh, j'avais aucune idée de mes envies, mes passions. J'entravais toujours mes valeurs parce que je faisais tout en fonction des autres et j'avais aucune idée en fait de qui était Jennifer. Et donc c'est là où je me suis dit, je vais pouvoir assembler tout ce puzzle qui est un peu éparpillé partout et pouvoir apprendre à me connaître. Et donc c'est comme ça aussi que après la suite, parce que ça a pris un petit peu de temps, enfin un peu de temps, pas tant, mais tu vois, j'ai découvert ça en mai 2020. En octobre, j'ai intégré le ministère. J'ai pas fini long feu là-bas. En mars, je démissionnais, en rupture conventionnelle. Et en avril, j'ai commencé vraiment à apprendre à me connaître et c'est là que tout a changé. En 4 mois, tu vois, 4 mois après, voire 5 mois, j'ouvrais mon compte Instagram. Donc ça a été très vite après. Comment tu définirais l'hypersensibilité? Bon, on en parle beaucoup maintenant, mais voilà, si pour les personnes qui sauraient pas, et puis voilà, si tu pouvais le définir, et puis comment le reconnaître? Ouais, bien sûr. Alors l'hypersensibilité, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus maintenant, donc je trouve ça très bien, même si ça a certaines dérives aussi, hein, parce que le problème c'est que plus quelque chose est médiatisé et plus il y a un peu d'un fourre-tout derrière ce mot, malheureusement. Mais l'hypersensibilité, c'est une sensibilité à la fois sensorielle avec l'hyperesthésie. Donc ça va être une exacerbation au niveau des sens, oui, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. Pour donner un exemple, souvent les personnes hypersensibles on va avoir beaucoup de mal avec le bruit, donc personne n'aime le bruit, personne n'aime, tu vois, une moto qui passe à côté. Mais nous, ça peut être très agressif en fait. Le bruit, moi, je sais que à l'époque, quand je vivais à Paris, le bruit des voisins, même très faible au-dessus, mais ça m'angoissait, ça m'irritait, c'était vraiment quelque chose d'insupportable. Le goût, il va y avoir on va avoir du mal avec certaines textures. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses que je n'aime pas et que je ne peux pas manger, non pas parce que je ne le veux pas et que c'est pas un caprice comme on me l'a souvent dit, mais parce que je ne peux pas. Physiquement, c'est pas possible. Le toucher, ça va être compliqué. On va pouvoir apporter souvent que des matières en coton. Enfin, voilà, il y a toutes ces choses-là au niveau du sens. Et il va y avoir aussi une sensibilité émotionnelle plus élevée, donc avec l'hyper-émotivité. Donc c'est ces émotions qui sont un peu qui débordent un peu, hein, des émotions très intenses. Quand nous en fait, on va pas seulement être content, on va être très très content. On va pas être triste, on va être très triste. Donc ça va être des émotions très intenses qui vont amener aussi parfois des réactions disproportionnées entre guillemets par rapport en fait à la norme qui est acceptée dans la société. Mais pour nous, c'est pas disproportionné, ça reflète juste ce qu'on ressent. Et il y a aussi ce côté hyper empathie où on va avoir tendance à absorber les émotions des autres, en tout cas, à porter un peu le poids de ces émotions, à les ressentir comme si c'était les nôtres. Et avec aussi ce côté cognitif où ça va très vite là-haut. Enfin, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup, on analyse beaucoup, ce qui peut aussi amener beaucoup d'anxiété. Donc, voilà, l'anxiété et l'hypersensibilité, c'est quand même distinct. Mais souvent, ça peut aller de pair parce que, avec ces pensées, on pense beaucoup, ça va vite, on réfléchit beaucoup profondément. Tu vois, il y a un traitement en profondeur des informations, selon le docteur Hélène Aron, qui est, elle, spécialiste de l'hypersensibilité. Donc ça, c'est les principales caractéristiques de l'hypersensibilité. Et comment reconnaître, comment savoir si on est hypersensible?
Alors, il y a pas de test officiel. Enfin, ça, c'est toujours la grande question. Déjà, il y a pas de diagnostic. Enfin, moi, je parle pas du tout de diagnostic parce que c'est pas une maladie, c'est pas un trouble, c'est pas une pathologie. Certains disent que c'est un trait de caractère, d'autres un tempérament. Bon, c'est encore la question de savoir est-ce que l'hypersensibilité elle est innée ou est-ce qu'elle va se développer au cours de notre évolution dans notre environnement. Oui, c'est ça que je te demandais. Est-ce que scientifiquement, il y a quelque chose qui se passe différemment dans le cerveau ou c'est plus... En fait, c'est toute la question. Il y en a qui vont dire non. Enfin, en fait, c'est hyper controversé. C'est-à-dire que il y a pas forcément de consensus au niveau de l'hypersensibilité. Maintenant, oui, il y a des choses qui vont, d'après les études qui ont été réalisées sur le sujet, il va y avoir un fonctionnement cognitif différent au niveau des personnes hypersensibles. Par exemple, il va y avoir une hyperactivation des neurones miroirs, ce qui explique notamment l'hyperempathie et le fait que les personnes hypersensibles ont une grande empathie. Il va y aussi avoir ce traitement en profondeur des informations. Donc là, les dernières études disait que même au repos, le cerveau, il continue d'analyser, de traiter les informations. Donc, il y a quand même des études qui montrent qu'il y a vraiment un fonctionnement cognitif différent, ce qui montrerait que l'hypersensibilité est innée. Mais il y en a qui disent que ça peut être lié à des traumatismes et que, enfin voilà, c'est un sujet hyper compliqué, l'hypersensibilité, parce que même si on pourrait le croire qu'il est simple, vu qu'il est hyper médiatisé, mais en fait, il y a les détracteurs qui vont dire que ça n'existe pas, d'autres qui vont dire que ça existe. Donc, moi, je préfère vous donner un peu cette vue d'ensemble et ensuite se faire pas sa propre idée, mais en tout cas, voilà, c'est ça qui existe. Enfin, toutes ces recherches existent sur l'hypersensibilité, mais il y en a quand même qui vont dire que ça n'existe pas. Ce que je crois pas du tout. Hein. Et comment savoir? Donc, il y a pas de test, il y a pas de diagnostic officiel. Il y en a un qui a été validé là récemment en 2022 par Hélène Aron, mais c'est pas une obligation de passer ce test pour se considérer hypersensible. Aujourd'hui, la seule façon réelle de le savoir, et c'est d'après les spécialistes comme Sariot Tomazzella par exemple, c'est finalement de lire des témoignages, de lire des articles, de lire ce qu'est l'hypersensibilité. Et il y a que nous-mêmes qui pouvons savoir ce qu'on ressent réellement, puisque finalement les émotions, nos ressentis sont hyper subjectifs. Donc c'est un peu la seule façon malheureusement de s'auto-diagnostiquer comme on dit. Mais après il y a des tests qui existent. Moi je dis toujours de faire attention parce que il y en a maintenant, on peut des charlatans entre guillemets qui vont faire passer des tests hyper chers pour finalement qui n'est pas forcément d'utilité. Donc, si la personne elle a besoin de quelqu'un qui l'accompagne et qui l'aide à mieux comprendre sa sensibilité, voilà, elle peut faire des tests accompagnée d'une personne, d'un professionnel. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Et alors, ce que je trouvais intéressant, c'est que donc on parle d'hypersensibilité et toi, ton pseudo sur les réseaux sociaux, c'est supersensibilité. Donc c'est un peu comment faire passer quelque chose qui peut être une faiblesse à une force. Comment toi, t'en as fait justement une force? Ouais, déjà le pseudo, je suis contente que tu le relèves parce que j'ai mis du temps à le trouver ce pseudo. En fait, déjà quand tu vois, j'ai commencé moi à me renseigner sur l'hypersensibilité. Donc c'était à l'époque, tu vois, il y a quand même 5 ans de ça maintenant. Il y avait pas autant d'informations sur le sujet. Mais quand je lisais les informations, la plupart elles étaient hyper négatives. J'avais l'impression que j'avais un problème, que j'allais jamais m'en sortir, que j'avais jamais trouvé ma place dans le monde professionnel. Et après, je lisais par exemple la définition sur le dictionnaire Larousse de l'hypersensibilité, c'était marqué sensibilité extrême ou exagérée. Et je me suis dit, mais comment en fait on peut nous en être fiers, en faire une force, apprendre à vivre avec, si finalement on nous renvoie constamment que c'est une faiblesse, que c'est une fragilité, que les personnes hypersensibles vont avoir tel ou tel problème. Je me suis dit, mais pas du tout en fait. Ça offre aussi plein de belles choses parce que je m'en étais rendu compte qu'être hypersensible finalement, ça nous offre de très belles forces comme l'empathie, la créativité, la curiosité, le fait de vivre des émotions intensément, l'émerveillement. Enfin, il y a plein de belles choses. Et du coup, je trouvais ça hyper dommage. Et je me suis dit, comment en fait redonner cette image positive à la sensibilité et l'hypersensibilité. Je trouvais que la supersensibilité, ça représentait un peu bien, ça représentait bien cette volonté de ma part de voilà, en fait, on n'a pas une hyper, on a une super sensibilité. Et comment j'en ai fait une force? Eh bien, en apprenant à la connaître. Déjà, quand on apprend à se connaître, ça aide beaucoup à savoir comment ça se manifeste, à trouver des outils aussi pour mieux la vivre, tout simplement au quotidien. Et j'ai découvert en fait qu'elle m'apportait pas que des défauts, que je me suis défait de toutes les étiquettes qu'on m'avait collées sur la tête depuis toutes ces années, et je me suis découvert aussi des forces, comme j'expliquais tout à l'heure. J'ai appris à poser mes limites, j'ai appris à comprendre mes besoins, à les respecter, j'ai appris à identifier mes valeurs. En fait, j'ai fait un gros travail personnel et où je me suis rendu compte qu'en fait ma sensibilité, alors ouais, je suis différente des autres, mais moi je l'ai toujours su ça, que j'étais différente, mais j'en étais fière là de pas être comme les autres, parce que je me suis dit, il y a moyen de me servir de cette sensibilité. Je suis humaine, je suis très humaine, et ça, je trouve ça merveilleux en fait dans ce monde qui des fois n'est pas assez humain, je trouve, d'avoir encore cette âme finalement en moi. Et donc du coup
en faisant tout ce travail personnel, en trouvant ma voie aussi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris à beaucoup mieux vivre avec ma sensibilité et du coup, je me suis donné pour mission d'aider les personnes hypersensibles à en faire de même. Oui, et c'est vrai que c'est marrant ce que tu dis que tu te sens plus humaine parce que c'est vrai que ça m'interpelle aussi un petit peu parce que je me dis est-ce que finalement tu vois ressentir ces émotions de l'empathie, c'est pas finalement ça qui devrait être la norme et que Bien sûr. c'est finalement la société qui nous rend un petit peu plus égoïste, individualiste. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais je suis totalement d'accord. Après, tu vois, c'est une question aussi de culture, malheureusement, mais la sensibilité, vers le 18e, 19e siècle, on parle d'âge d'or de la sensibilité, elle était hyper valorisée. En fait, être sensible, c'était une force, pleurer, c'était un signe de noblesse. Donc, tu vois, c'est avec avec l'industrialisation, la révolution industrielle et tout, qui a fait que ça a changé parce qu'on a commencé à parler de productivité, il fallait être fort. Et donc, c'est là où les émotions ont commencé, les émotions, en tout cas, la sensibilité a commencé à être mise de côté et à être mal vue. Donc, dans d'autres pays, la sensibilité, elle est très bien, elle est valorisée. Donc non, enfin moi en tout cas, c'est sûr et certain que il y a rien de plus beau, je pense, dans ce monde que d'être humain, d'avoir de l'empathie pour les gens, de ressentir les émotions, d'exprimer sa vulnérabilité, d'être curieux, de s'intéresser aux gens, d'être créatif. Ça, c'est des super qualités. Et en fait, même si tu vois dans le monde du travail, des fois ça peut être compliqué d'être sensible, mais finalement en fait, quand on est, par exemple, on est manager, la sensibilité va nous permettre de faire tellement de choses, de comprendre l'humain et tout. Donc non, moi je pense qu'il y a un problème en effet dans la société. C'est pas du côté de la sensibilité, c'est plutôt du côté du fait qu'il faut cacher ses émotions, du fait qu'en fait il faut se montrer pour un homme viril, fort. Il faut absolument pas montrer sa sensibilité, sinon on est passé pour des fragiles. Il faut absolument pas parler de trucs santé mentale. Donc c'est ça le problème en fait aujourd'hui. C'est ça qu'il faut que ça change. C'est pas à nous de changer, c'est au monde de changer et de s'ouvrir davantage à ça. Et alors, donc toi, tu contribues avec ton blog et ton compte Instagram Super Sensibilité. Alors, comment ça s'est passé le lancement un peu? Comment tu t'es dit, moi, je vais aussi informer les autres, peut-être donner le déclic à certaines personnes de se rendre compte qu'elles aussi, elles sont hypersensibles. Comment tu t'es lancée sur les réseaux? En fait, c'est franchement par hasard. Parce que alors, j'étais loin, j'aime pas les réseaux, je suis pas du tout réseaux sociaux. J'étais loin de m'imaginer un jour faire ça, mais souvent, bon, c'est là où la vie nous amène. Mais en vrai, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, le 1er avril 2021, exactement, j'ai commencé mon introspection parce que je me suis écrite une lettre à moi-même où je dis dedans que je me pose beaucoup de questions sur le monde du travail. Tu vois, je me dis, est-ce qu'un jour je vais trouver ma voie? Comment ça va se passer? Et j'ai commencé du coup à beaucoup, beaucoup, beaucoup écrire sur ma sensibilité, sur moi-même. J'ai voulu faire un peu le tri, enfin pas le tri, mais régler mes blessures, apprendre à me connaître, trouver ma voie, me reconnecter à moi-même, tout simplement. J'ai énormément écrit et en fait, à un moment, je me suis dit, mais mince, j'ai beaucoup d'articles sur moi et je sais pas trop quoi en faire. Donc, je m'étais dit, bon, je vais faire un journal intime, un blog. Et puis, tu vois, au fur et à mesure des discussions avec mes proches, on s'était dit, mais ça pourrait être intéressant finalement de le publier, ce blog. Et je me suis dit, mais carrément, parce qu'en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. C'est des centaines d'heures de recherche sur le sujet de l'hypersensibilité parce que je trouvais pas forcément toujours les bonnes informations. En tout cas, moi qui m'intéressais, c'était toujours assez superficiel. Il fallait que je fasse 15 recherches pour trouver l'information que j'avais envie d'avoir. Et je me suis dit, j'aurais vraiment, en fait, finalement, aimé avoir un blog où il y a des informations sérieuses et positives, un témoignage d'une personne hypersensible, parce que je me sentais tellement seule que j'avais envie de voir qu'il n'y avait pas que moi sur Terre qui était hypersensible, et des conseils pour mieux vivre avec sa sensibilité. Et vu que c'est finalement ce que j'avais fait avec mes écrits, je me suis dit, je vais les partager, je vais rajouter, refaire des recherches et écrire des articles. Et comme ça, je vais créer ce blog que j'aurais rêvé avoir. Et c'est comme ça que de base est né Supersensibilité. C'était un blog. Et en fait, je me suis dit, mais voilà, ma mission aujourd'hui, c'est de redonner une image positive à la sensibilité. Je vais aider le plus de personnes hypersensibles à comprendre qu'ils sont hypersensibles, à mieux vivre avec et à en faire une force. Parce que j'avais surtout aussi envie d'éviter au maximum de personnes de rencontrer les difficultés que j'avais rencontrées. Et je me suis dit, bon, le blog, ça va prendre du temps avec le SEO, sur Google et tout, à se faire connaître. Aujourd'hui, pas ma cible, mais tu vois, les personnes à qui je dois m'adresser, c'est sur les réseaux sociaux qui sont. Et donc, je me suis dit, voilà, le seul moyen de sensibiliser à grande échelle, parce que j'avais déjà dans ma tête, tu vois, quand j'ai ouvert mon compte, je me suis dit, un jour, j'aurai 100 000 abonnés, alors que j'y connaissais rien au réseau. C'est ça qui est fou. Aujourd'hui, je me dis, c'est incroyable. Et je me suis dit, voilà, si je veux sensibiliser le plus de personnes, il faut que je sois sur Instagram, alors que je ne comprenais rien à Instagram. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer mon compte, finalement. Un peu, ça a été complètement, par hasard, rien n'était calculé. Et en parallèle, tu vois, je m'étais dit, bon, de terminer le métier de juriste, moi, ce qui me plaît, c'est la psychologie. Est-ce que j'avais envie de reprendre mes études? Pas forcément. Et là, le métier de coach,
réunissait un peu tout ce que j'avais, enfin tout ce que j'aimais et ce pourquoi en fait j'étais douée finalement, tu vois, poser des questions, comprendre les gens, les accompagner, tout, c'était même pas un métier ni des compétences à acquérir, je les avais. Donc c'était, tu vois, c'était simple pour moi. Et donc après je me suis dit je fais ma formation et tu vois, j'ai lancé mon blog, j'ai fait ma formation et après en fait bah j'ai continué d'informer avec le cœur, avec je sais pas, je pourrais pas te dire la formule, j'ai pas de formule magique. Je pense que j'étais là au bon moment et je faisais tellement les choses avec passion, avec envie, avec authenticité, avec mon cœur, tu vois, avec toute mon âme que je pense que ça a parlé aux gens et ce qui a fait qu'en 6 mois, tu vois, j'avais 5 000 abonnés, c'était incroyable. Mais du coup, ça a eu des revers aussi. Ouais, ça a explosé complètement, mais bon, ça c'est le côté beau. Il y a un côté un peu moins beau derrière tout ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je me suis lancée. C'est quoi le côté moins beau? C'est que tout le monde te demande un diagnostic? Non, 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 pas du tout, non, non, parce que moi j'adore parler avec les gens et puis de toute façon il n'y a pas de diagnostic, c'est sûr que j'en reçois des questions comme ça. Mais non, le côté moins beau, c'est que en fait j'étais pas forcément prête à ce que ça explose aussi rapidement. J'étais encore, je pense, enfin en plus, tu vois, en novembre 2021, alors que je pensais que que ma vie serait parfaite, j'ai appris que mon cousin de 16 ans à l'époque avait un cancer. Donc moi c'était des peurs énormes chez moi. Tu vois, j'ai toujours été un peu hypochondriaque entre guillemets, enfin grosse anxiété. Là, ça a explosé mon anxiété. Et donc, en fait, bah, ce que j'ai fait pour cacher tout ça, bah, je me suis réfugiée dans le travail. Et en fait, aussi, tu vois, le fait de cette explosion d'abonnés, je recevais des notifications. En fait, je suis complètement devenue addict à tout ça, quoi. Tu vois, genre, c'était des shoots de dopamine à chaque fois. Et je me suis sentie investie d'une responsabilité que j'étais pas forcément prête à assumer sur le moment, tu vois. Je me suis dit, mais attends, mais là, je peux plus dire aucune connerie. Il faut que je me surinforme pour vraiment bien informer les gens, tu vois. Et en fait, ce qui était devenu au départ une passion, quelque chose que j'aimais vraiment faire, je me suis un peu enfermée dans ça. Donc, tu vois, ça a été un peu les travers. Maintenant, je travaille encore dessus, tu vois. C'est encore en ce moment, je travaille sur tout ça, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et tout. Mais donc, le côté beau, c'est que enfin, tu vois, je faisais de mon métier ma passion. De ma passion mon métier plutôt, mais le côté moins beau c'est que bah il y a eu des revers à ça parce que bah je pense que voilà mes fondations n'étaient pas hyper solides et que j'avançais sur un terrain assez glissant. Ouais, et puis c'est un métier qui est encore en construction, donc c'est vrai que c'est un métier qui est encore et puis aussi assez méconnu. Comment t'organises ton activité aujourd'hui? Alors mon activité aujourd'hui, donc tu vois, je travaille j'ai une formation que j'ai créée et que je suis en train de refaire d'ailleurs pour l'améliorer, pour aider les personnes hypersensibles à mieux vivre avec leur sensibilité. Et à côté de ça, je fais aussi, tu vois, je travaille avec des marques sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Enfin, rien n'a été calculé parce que bah, j'avais, tu vois, une communauté. En fait, pendant plus d'un an, j'ai fait que du contenu gratuit. Je gagnais pas du tout ma vie. C'est après que je me suis dit, c'est intéressant quand même que tu gagnes ta vie avec ce que tu fais parce que tu vas pas pouvoir vivre indéfiniment sans rien gagner. Donc ça a mis du temps, tu vois, à construire cette activité-là. Mais aujourd'hui, bah en fait, je passe beaucoup de temps sur la création de contenu parce que tu vois, ça prend du temps hein, de créer du contenu, de s'informer, d'être actif sur les réseaux sociaux, de répondre aux gens. Je fais aussi des partenariats avec des marques éthiques. Alors ça, par contre, je me mets vachement de limites, c'est-à-dire qu'avec des marques que j'utilise, que j'aime, qui vont vraiment aider les gens. Tu vois, je demande souvent conseil à ma communauté, savoir ce qui leur plairait pour que j'aille contacter les gens. Donc ça me prend aussi beaucoup de temps, tu vois, de pas prendre tout et n'importe quoi et de vraiment sélectionner ces marques. Et ensuite, bah, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre qui est sorti en octobre 2024, qui m'a pris aussi beaucoup de temps, hein, écrire un livre. Donc, tu vois, j'en fais aujourd'hui la promo parce que voilà, j'ai mis tellement de temps et d'investissement dans ce livre que j'ai envie que tout le monde l'ait entre les mains, parce que je pense qu'il peut vraiment aussi aider beaucoup de personnes. Donc, tu vois, j'ai une vie assez professionnelle, assez active entre finalement plusieurs activités. Là, j'aimerais bien me lancer un peu plus dans l'entrepreneuriat en accompagnant des entrepreneurs, parce que je me suis dit, j'ai acquis beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances dans ce milieu-là. J'aimerais bien pouvoir accompagner les gens, tu vois, à lancer leur activité, à se lancer sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelque chose par là qui m'attend. Mais je pense qu'en fait, je suis pas faite, ce que je me suis rendu compte pour ne faire qu'une activité. Moi, je pense que j'ai besoin de faire plein de choses différentes, tu vois, avoir un podcast, faire des interviews, aller dans les médias, écrire un livre, plein de choses différentes, sinon je m'ennuie. Donc maintenant, tu vois, j'apprends aussi à savoir finalement qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer parce que bah, les envies des gens, enfin, en tout cas, mes envies évoluent, mes besoins aussi. Et tu vois, juste faire que de l'hypersensibilité, je me suis longtemps enfermée un peu dans ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que certes, ça continue de me plaire parce que tu vois, j'en parle encore avec passion parce que j'aime ce sujet, mais j'ai besoin de voir aussi autre chose et de faire autre chose. Donc, je pense qu'il faut, pour trouver mon équilibre, ça va être là aujourd'hui
de trouver d'autres activités parallèles, de créer des projets. Je sais pas encore, tu vois, je suis en plein questionnement par rapport à ça. Mais en tout cas, une vie sociale très professionnelle, pas sociale du tout. Et oui, alors pour parler de ton livre, donc il s'appelle Hypersensible du fardeau au cadeau. Donc on mettra le lien pour les auditeurs qui voudraient le commander. Comment ça s'est passé l'écriture de ton livre et puis j'imagine de sortir ton livre, ça a dû être une immense fierté. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors oui, immense fierté. Alors pour moi, la fierté, c'est toujours un peu difficile à avoir, à ressentir. Mais oui, une immense consécration et quand même un peu de fierté, c'est certain. En fait, tu vois, ce qui est beau avec les réseaux sociaux, c'est que ça t'apporte aussi plein de belles opportunités. Et donc bon, même si l'histoire a été un peu compliquée, parce que j'ai vécu une période hyper difficile en 2023, où beaucoup d'anxiété et tout. Donc là, tu vois, mon activité avait été mise en pause. Tu vois, le burn-out, si je l'ai pas eu, je l'ai frôlé. Donc d'où aussi l'intérêt, tu vois, quand on est entrepreneur, même si on exerce un métier avec passion, c'est quand même de faire attention, de bien se connaître, de prendre des pauses, enfin ouais, il y a plein de choses quand même parce que tu vois, moi longtemps je pars un peu dans tous les sens là, mais j'en profite de ça pour passer un petit message. Mais tu vois, je trouve ça génial de faire de sa passion son métier. Mais il faut aussi faire attention à ce que, tu vois, ça peut devenir des fois, en tout cas quand on est très intense, qu'on s'investit à fond dans les choses, qu'on compte pas son temps, qu'on est à fond dans son activité, des fois, voilà, on peut un peu dépasser ses limites et le corps, il finit toujours par te le rappeler. Ça, c'est certain. Et pour mon livre, donc du coup, voilà, après, j'étais déjà en contact avec une maison d'édition que j'avais rappelé en leur disant, voilà, moi, j'ai pas envie d'écrire un énième livre sur l'hypersensibilité. Encore une fois, comme finalement la création de mon blog, mais ce que j'avais vraiment envie à l'époque quand j'ai découvert mon hypersensibilité, c'était de lire le témoignage de quelqu'un d'autre pour plus me sentir seule et me sentir comprise. Et je me suis dit, si j'écris un livre, ça sera mon histoire. Et donc ils m'ont suivi. Et donc l'écriture, elle a duré pas si longtemps que ça, tu vois, ça a été hyper intense, beaucoup de stress. J'ai beaucoup pleuré pendant l'écriture parce que vraiment c'est hyper stressant, surtout quand tu me mets des délais. Vraiment, je ne sais pas je sais pas, mon cerveau il aime pas du tout ça, donc ça me stresse vraiment beaucoup. Mais ça a été génial parce que ça m'a permis de revenir tu vois, l'avant-découverte, l'après-découverte, parler aussi santé mentale. Et c'est en fait, j'ai écrit ce livre pour permettre aux personnes hypersensibles de plus se sentir seules et de se dire, voilà, je vais pouvoir me sentir comprise. Il y a des outils dedans, ça leur permet aussi de comprendre finalement comment leur sensibilité se manifeste et d'offrir aussi à la fois, tu vois, c'est comme j'ai mon blog, tu vois, je m'étais dit un témoignage, des informations et des exercices et outils. Et c'est ce que j'ai mis dans le livre finalement, tu vois, pour aider les personnes hypersensibles, transmettre un message aussi et leur dire que finalement, même si ça va pas, enfin, c'était aussi un message d'espoir dans le sens où moi non plus, je pensais que jamais j'irais bien un jour et finalement, en faisant quelques ajustements dans ma vie, en apprenant à me connaître, ça va beaucoup mieux. Donc si moi j'y suis arrivée alors que je pars de rien, j'ai aucun avantage dans la vie, voire même plutôt quelques désavantages, si j'y suis arrivée, tout le monde est capable d'y arriver. Donc c'est un peu ce message d'espoir aussi que j'ai envie de transmettre. Oui, alors c'était la question que je voulais te poser parce que je trouve qu'il y a beaucoup de constats d'hypersensibilité. On voit souvent un petit peu comment se reconnaître hypersensible et peu de après finalement. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est reconnu hypersensible et qu'on se sait hypersensible? Est-ce que peut-être tu aurais deux actions à faire immédiates quand on est hypersensible et qu'on a envie d'aller mieux? C'est ce que je disais tout à l'heure finalement, hein, encore une fois, moi je suis un peu contre enfin forcément on peut donner des conseils génériques, mais je dis toujours que voilà, ce qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Mais ce que je dirais, c'est d'apprendre à se connaître en fait. Enfin c'est un truc hyper bateau, mais tu vois, apprendre à connaître son hypersensibilité, donc lire des livres sur le sujet, regarder des posts, écrire sur voilà comment se manifeste mon hyperempathie, mon hyperesthésie, mon hyperémotivité. Vraiment s'introspecter, en fait, prendre le temps de se regarder de l'intérieur et voir comment cette sensibilité se manifeste, apprendre à connaître sa sensibilité finalement, pour comprendre qu'il n'y a pas de problème, que tout est normal, que tout est légitime, on est juste un peu différent. Donc ça, moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé. Et ensuite, ça va aussi permettre de trouver des outils comme par exemple l'hyperesthésie. On peut pas s'en débarrasser de cette hyperesthésie. Donc autant apprendre à vivre avec en portant des bouchons d'oreilles dans des endroits bruyants, en portant que des vêtements en coton, en portant des lunettes de soleil quand la lumière elle est trop forte. Ouais, ça va être finalement des ajustements qui vont faire beaucoup de bien, mais auxquels on pense pas forcément au début parce qu'on a l'impression que c'est nous qui ne sommes pas normaux. Et on sait pas qu'il y a des solutions qui peuvent être adaptées. Et ensuite, je dirais d'apprendre à respecter ses besoins. Ouais, les personnes hypersensibles ont des besoins très intenses, le besoin de donner du sens à leur vie constamment, dans leur métier ou pas.
enfin dans tous les domaines de leur vie, le besoin d'apprendre continuellement. Donc voilà, si en fait on fait un métier par exemple où on trouve aucun sens dans l'émission et où on fait tous les jours la même chose, forcément il va y avoir un problème. Donc ça va être des ajustements comme ça en fait. En apprenant à se connaître, on va pouvoir adapter sa vie aussi en fonction. Poser des limites, c'est évident, et c'est ce que je disais tout à l'heure, apprendre à identifier ses valeurs, changer de métier si c'est possible, ou en tout cas l'adapter au mieux et pas travailler par exemple dans des open space où c'est le pire en fait pour une personne hypersensible, ce bruit constant. Voilà, ça va être plein d'arrangements en fait. Ça va être plein d'arrangements pour que la sensibilité elle soit moins pesante en fait dans le quotidien, qui n'est pas adapté à nous. Donc voilà, c'est beaucoup d'actions finalement. C'est un peu vaste parce que y a rien de concret finalement, mais c'est des pistes à explorer pour apprendre à mieux vivre avec sa sensibilité. En parlant de reconversion et de travail, est-ce que tu penses que justement quand on est hypersensible, on a encore plus un besoin d'avoir un travail aligné et de se reconvertir? J'ai pas envie de faire une généralité, mais oui, je pense que oui, en effet, c'est quand on est hypersensible, ça son métier a beaucoup. Enfin, déjà, on passe les 3/4 de son temps au travail, donc forcément, quand on fait un métier qui n'a pas de sens ou qui nous plaît pas, ça va être compliqué. Encore plus pour une personne hypersensible parce que tout est intense chez elle. Donc, ce besoin de donner du sens que tout le monde, enfin, je pense, lui, ça va être vital en fait. Donc oui, je pense que si on fait un métier qui ne nous plaît pas, sauf si on arrive à s'arranger avec nous-mêmes en disant voilà, c'est alimentaire, c'est ok pour moi, et à côté, j'ai des loisirs qui donnent du sens à ma vie, je prends du temps pour moi. Enfin, si on arrive à s'arranger avec soi-même en se disant ça, c'est alimentaire, c'est pas de souci, parce que à côté je compense et ça me fait du bien, c'est ok. Mais souvent les personnes vont avoir quand même besoin il y a beaucoup de reconversions professionnelles chez les personnes hypersensibles, notamment dans des métiers d'aide à la personne. L'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont dans l'entrepreneuriat parce que finalement, l'entrepreneuriat, c'est ce qui permet aussi de pouvoir adapter son métier comme on en a envie, entre guillemets. Tout n'est pas rose non plus dans l'entrepreneuriat, il y a des inconvénients, mais en tout cas, personnellement, moi, c'est la meilleure voie que j'ai pu trouver parce que pas de patron, donc je fais ce que je veux, ma créativité, elle est sans limite, je peux tester tout ce que j'ai envie. Le problème, c'est l'insécurité financière. C'est là où, enfin voilà, il y a toujours du stress et tout. C'est pas évident de se lancer. Il y a plein de peurs qu'ils peuvent avoir, mais en tout cas, c'est pour moi là où j'ai trouvé ma voie, quoi. C'est, enfin, tu vois, l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, accompagner les gens, aider les gens. T'as envie, enfin, tu comptes pas tes heures, mais en fait, t'as pas l'impression de travailler. Enfin, tu vois, c'est souvent, c'est une voie qui est quand même un peu plus adaptée aux personnes hypersensibles, et encore, enfin, pas forcément à toutes, mais c'est une majorité, j'ai l'impression. Alors, tu es heureuse aujourd'hui dans ta nouvelle vie professionnelle? Alors, je l'ai été beaucoup. Je l'ai été beaucoup parce que je préfère parler hyper franchement. Je l'ai été beaucoup heureuse avec ma nouvelle vie professionnelle, mais c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, c'est que je me suis, je pense, renfermée moi-même. Tu vois, en fait, au bout d'un moment, je ne faisais plus les choses parce que j'aimais les faire, mais pour faire plaisir aux autres. Tu vois, les réseaux sociaux m'ont un peu monté à la tête dans le sens où voilà, après. Ma valeur dépendait uniquement tu vois, des statistiques et tout, donc ça m'a beaucoup fait de mal finalement, tu vois, c'est le côté réseaux sociaux, le côté où il y a pas de pause finalement dans les réseaux sociaux. Enfin, c'est très compliqué de prendre vraiment des vacances parce qu'il faut toujours poster, il faut toujours avoir des nouvelles idées de contenu, il faut toujours réfléchir, il faut toujours se renouveler, donc ça peut être pesant. Et je pense que tu vois, même si j'adore l'hypersensibilité, je me suis complètement enfermée dedans, et je ressens le besoin aujourd'hui, comme je disais, tu vois, de voir autre chose. Donc je ne sais pas encore. Aujourd'hui que je dis que je suis heureuse, ça serait un grand mot, tu vois. Et je pense que ça serait mentir de dire que je suis hyper heureuse dans ma vie professionnelle parce que je pense qu'il me manque cette diversité dans mes activités. Mais je compte bien le re-être, et je compte bien justement aussi faire l'effort qui est difficile de se dire ok, je pense que je passerai peut-être un peu moins de temps sur ça pour trouver du nouveau temps sur autre chose. Donc tu vois, j'ai l'impression d'être un peu en construction professionnelle aujourd'hui, et c'est ça qui est un peu dur, c'est-à-dire qu'on pense avoir trouvé sa voie, on a déjà fait l'effort, tu vois, de quitter un métier après tu vois, 7 ans d'études quand même. Il faut aller leur dire adieu à ces études dans lesquelles j'ai passé beaucoup de temps, trouver un métier, faire l'effort de tout quitter pour tout reconstruire. Tu te dis ça va être bon, et c'est toujours pas bon. Je me suis dit mais pourquoi mon corps, ma tête, elle est jamais satisfaite, quoi. Mais c'est parce que c'est une question d'équilibre, je pense, et qu'il faut savoir s'écouter. Je me suis pas écoutée pendant longtemps. Et aujourd'hui, maintenant, c'est voilà, de reconstruire quelque chose qui a du sens. Donc, j'aspire à l'être à nouveau. Je le suis, je suis contente, tu vois, ça me plaît toujours, j'aime ce que je fais. Mais je pense que je pourrais être encore plus passionnée et plus heureuse si je faisais quelques ajustements. Ouais, t'es dans une phase de transition. Complètement. C'est ça, pas reconversion, transition. C'est plus ça.
Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du moment de ta reconversion. Donc, est-ce que tu te rappelles si tu as eu un événement déclencheur, un déclic pour te reconvertir? Non, non, enfin, en fait, quand tu vois, le 1er avril 2021, j'ai écrit cette lettre à moi-même, tu vois, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que je vais devenir coach? Parce que c'était un métier quand même qui me trottait dans la tête. Mais en fait, tout s'est fait hyper naturellement. Je pense qu'à un moment, je me suis dit, parce qu'en fait, j'étais aussi tiraillée dans le sens où moi, je me disais, mais non, je vais créer mon blog, on verra. Et puis, il y a beaucoup de gens de mon entourage qui me disaient, mais il va falloir quand même que tu commences à gagner ta vie. Faut que tu te mettes enfin, à la rigueur, mets-toi en freelance, mais en tant que juriste. Et je dis, mais moi, j'ai pas du tout envie de refaire ce métier. Et on me disait, oui, mais tu vas faire quoi sinon? Enfin, c'est risqué. Enfin, tu vois, il y avait des peurs des autres qui parlaient. Moi, il y avait mon intuition ultime qui me disait, c'est terminé juriste et je vais faire autre chose. Et en fait, je pense que tu vois, quand c'est fur et à mesure des discussions, je pense qu'un jour, je me suis dit, c'est terminé, je serai plus juriste, mais ça n'a pas été un déclic. Ça a été, il n'y a pas eu de déclic parce que c'était tellement évident que j'aurais pas pu faire autrement. Ouais, c'était ton corps qui te disait, qui parlait quoi, qu'il fallait que tu y ailles. Ouais, c'était mon corps, ma tête, mon cœur surtout, qui me disait, mais tu vois, comme quand je me suis lancée sur les réseaux, tu vois, je disais à tous, j'étais avec mes 400 abonnés, je disais aux gens, un jour j'aurai 100 000 abonnés, c'est sûr et certain, et les gens, ils me regardaient, ils devaient se dire, mais complètement taré, elle. Et en fait, enfin, je pourrais même pas te dire, c'est une intuition, tu vois, j'étais convaincue que j'arriverais à sensibiliser à grande échelle, que j'y arriverais. Ouais, est-ce que je sais pas, c'était, ouais, une intuition profondément ancrée en moi en tout cas. Et tu disais que ça avait été dur de renoncer à 7 ans d'études. Comment ça s'est passé un peu ce cheminement? Alors, à la fois, ça a été hyper dur et à la fois, encore une fois, tu vois, ça va rejoindre ce que je dis, mais ça a été aussi hyper fluide dans le sens où ça a été dur. Plus c'était dur, c'est d'annoncer, tu vois, à mes grands-parents, à ma mère, parce que c'est mes grands-parents et ma mère qui m'ont aidé à réaliser ces études. Hein. Mes grands-parents, mon père, tu vois, me donnaient d'argent un peu à mon anniversaire, qui finançait mes études parce que sinon j'avais pas d'argent, juste ma bourse. Enfin, c'était un peu la galère. Donc j'avais l'impression de leur devoir ces études. Puis mes études, j'avais une relation particulière avec eux parce que autant j'aimais quand même ce que je faisais, tu vois, c'est intéressant le droit, mine de rien, ça a été intéressant, mais c'est surtout qu'elles m'ont sauvée de beaucoup de périodes compliquées que j'ai vécues. Donc je sais pas, c'était une relation hyper particulière avec elles, comme si c'était une personne finalement, les études. Donc j'avais l'impression que c'était une relation, mais c'était une relation où je trouvais plus mon enfin, je sais pas, c'était, voilà, je me suis dit, au bout d'un moment, faut que je pense à moi, je vais pas non plus faire tout en fonction des autres. Aujourd'hui, je suis pas heureuse. Tout mon corps me dit qu'il faut que je prenne une autre voie. Tant pis, ces études, dans tous les cas, au pire, enfin, j'aurais passé 7 ans d'études à me chercher. Et puis, tout de suite, je me suis dit, ça fait partie de mon histoire. Moi, je trouve ça hyper stylé de se dire, voilà, elle a fait 7 ans d'études, enfin, pas la pété un câble, mais elle en a rien à faire de ce qu'elle a fait. Enfin, pas elle en a rien à faire, mais tu vois, c'est pas ça qui l'a empêché de concrétiser ses rêves, de les réaliser. Et au contraire, je trouve que ça apporte un peu d'atypisme, tu vois, c'est un parcours un peu atypique. Et je me suis dit, ok, ce sera un peu voilà, mon parcours de vie qui est un peu différent des autres, mais en même temps, j'en suis fière parce que j'ai été au bout de ces 7 ans d'études. J'ai eu la force de me dire, tant pis, c'est plus pour moi, je vais faire autre chose. Et même si, tu vois, ça a surpris beaucoup de personnes et qu'il y en a qui ont eu peur pour moi, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur alors que je suis une très grande peureuse, très, très grande anxieuse. Et j'ai jamais eu peur de cette reconversion professionnelle. Elle était tellement, je sais pas, ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, c'était tellement aligné avec je sais pas, c'était fluide, c'était hyper fluide. Et donc, tu vois, il y a pas eu de peur de l'inconnu, pas eu de peur de sauter dans le vide. Aucun doute, aucun doute. Alors que ça, je trouve ça fou que tellement j'en ai tout le temps au quotidien. Tu savais que c'était la chose à faire. Ouais, je savais. Et tu vois, quand j'en ai parlé à mes grands-parents, j'étais tellement alignée avec ce que je disais que, en fait, tu vois, ma mère, mes grands-parents et tout, ça a été hyper ok pour eux, tu vois. Ils me faisaient confiance parce qu'en fait, j'avais tellement confiance en ce projet que les gens ne pouvaient que me faire confiance, tu vois, sur ce que j'allais en faire. Et finalement, bon, ça va, j'en suis pas trop mal sortie. Oui, c'est vrai que finalement, les personnes réagissent de la manière dont toi aussi tu présentes les choses. Donc, si toi, tu es assez sûr de toi, de ton projet, ton entourage va bien réagir. Et si à l'inverse, tu as quelques doutes, ils vont s'immiscer ils vont se mettre à fond dans les doutes et ils vont parler que de ça, en fait. Ouais, bien sûr. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui, enfin, finalement, les peurs que les gens ont, c'est souvent leurs propres peurs, hein, face à la situation. C'est les peurs qu'ils nous renvoient. Mais c'est vrai que finalement, je pense que je laissais aucune place à ces peurs, tu vois. Il y avait tellement pas de place pour ces peurs qu'ils pouvaient
peut-être qu'on me les a partagés, mais tu vois, je m'en souviens même pas. Ou très peu, tellement que, tu vois, je les entendais même pas, en fait. Tellement j'étais, je sais pas, j'étais sûre de ce que je faisais. Et pourtant, je peux te dire que être sûre de moi, c'est vraiment... Encore aujourd'hui, je me dis, mais comment c'est possible que ça soit arrivé? Mais hyper alignée avec ce que je faisais, ce que j'étais, qui j'étais, ce que je ressentais, ce que je voulais. Tout était... les planètes étaient toutes alignées. Il restait plus qu'à me lancer. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Oh, j'aime beaucoup cette question. Tu vois, il y en a un qui m'a marqué, mais je dirais pas que c'est le meilleur conseil. Je trouve que c'est un conseil utile. Tu vois, c'est quand il y a un doute, il y a pas de doute. Ça, c'est, je sais pas, c'est un truc que je me répète, mais je dirais pas que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Oui, c'est un petit peu comme finalement, au fond de soi, on sait quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, un meilleur conseil qu'on m'ait donné. Alors si, c'est bon, je viens de percuter. Je sais pas si c'est un conseil qu'on m'ait donné, mais par contre, ça va être, tu vois, de savoir que finalement, tu vois, quand j'ai des doutes, quand j'ai des peurs, quand j'ai l'impression de pas y arriver, je sais aussi que c'est moi qui suis ma propre limite, tu vois. Ça m'aide à me dire toutes ces peurs, toutes ces choses que je me dis que je peux pas faire. En fait, il y a que moi qui pense que je ne peux pas les faire, tu vois. Et j'ai eu la preuve avec finalement, tu vois, quand je me suis lancée, que j'ai eu peur de rien, tout me paraissait accessible et tout me l'a été presque, tu vois, tellement que c'était fluide. Et une fois que j'ai commencé à avoir plus de doutes, à avoir plus de peur, à avoir plus d'anxiété, tout me paraissait plus compliqué. Et là, je me suis rendu compte, en fait, déjà, à quel point l'estime de soi, la confiance en soi joue un rôle clé dans le développement de son activité, dans le développement de soi, dans le développement de tout. Mais en tout cas, je fais attention à ça, à ce fait que des fois, on peut être sa propre prison. Et donc ça m'aide à, des fois, quand j'ai des peurs, que j'ose pas y aller, que j'ai pas envie de le faire, à me dire, mais non, ça, c'est toi. Alors, règle ces peurs-là, elles sont légitimes si tu les as, mais ce ne doit pas être une excuse à ne pas faire les choses si tu as envie de les faire. Donc, bon, c'est peut-être un peu... Enfin, voilà, c'est pas un conseil qu'on m'a donné, c'est quelque chose que j'ai lu, tu vois, à force de développer, mais en tout cas, je trouve que moi, ça me fait réfléchir. Oui, c'est un bon conseil parce que finalement, si ça vient de toi, ça veut dire que toi aussi, tu es la solution à ce problème-là. Exactement. Donc travailler sur les peurs, tu vois, je sais que longtemps, tu vois, ça a été l'argent où j'avais envie d'en gagner et en même temps, je me mettais mille et un blocages, je m'auto-sabotais à fond. Le peu d'argent que je gagnais, je le redépensais parce que je mettais 3 mois à regagner de l'argent, mais tu vois, je me disais mais il y a un problème avec ça. Donc bon, je l'ai toujours pas réglé. Je l'ai toujours pas trouvé ce problème, mais je sais que ça vient de moi. Je sais que ça vient de moi, donc tu vois, j'essaye et ça me permet d'apprendre. Enfin, l'entrepreneuriat, je trouve ça génial comme expérience, enfin en tout cas comme aventure. Parce que finalement, c'est un peu aussi le reflet de ce qu'on est. Et donc, ça me fait beaucoup travailler sur moi-même. Tu vois, les peurs, l'auto-sabotage que je peux avoir, le perfectionnisme, tout ça que j'ai dans mon métier, ben, je travaille sur moi continuellement. Ça prend du temps. Mais en tout cas, voilà, si j'ai envie de faire quelque chose et que je me trouve mille et une excuses pour pas le faire, je règle ces excuses et ensuite je le fais. Enfin, oui, ça te met face à tes problèmes à régler, en fait, finalement, l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Et surtout, bah ouais, je me dis, je suis ma seule limite. Alors, il y en a d'autres des limites, tu vois, parce que ça fait un peu facile à dire. Il peut y avoir des réelles limites et tout ça, mais souvent, on est quand même notre propre prison. Donc, ça, je fais attention à ça. Bon, on finira sur cette phrase. Un grand merci, Jennifer, pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.